Eh bien, bonsoir, chers mélomanes et cinéphiles mélangés, que tout se superpose ici, tout est pluridisciplinaire ici, et donc je vous remercie pour votre présence. Je profite toujours de ce début de séance pour remercier toute l'équipe du Lido, qui est très précieuse et pour cause, pour voilà, la projection, le son, l'accueil chaleureux, et puis aussi le conservatoire, pour qui j'exerce donc un partenariat, puisque je donne donc des cours hors les murs, quelque part. C'est une sorte de cours hors les murs, et la ville de Saint-Raphaël qui vous permet toujours cette gratuité tant espérée, n'est-ce pas? C'est toujours un plus, en tout cas pour les gens curieux et cultivés que vous êtes. Donc ce soir, cette conférence musicale va parler peut-être de personnes dont vous n'avez pas forcément le nom en tête. Si je vous parle de Trent Reznor et d'Atticus Ross, vous dites, oula, c'est déjà pas mal. C'est déjà, faut les prononcer déjà. Trent Reznor et Atticus Ross viennent chacun de leur côté du milieu réellement de l'électro. L'électro avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire donc l'électrique, le synthétique, le son industriel, travailler avec des bruits, et donc fabriquer une sorte de musique qui peut servir éventuellement l'image, ce qui a été donc le cas pour ce duo assez incontournable, puisque depuis 2005, ils ne se quittent plus, ils travaillent réellement, vraiment ensemble pour tous les projets, et notamment avec David Fincher, donc en 2010. Donc je rentre d'un coup les pieds dans le plat. 2010, c'est leur première collaboration, donc ensemble avec David Fincher, qui à cette époque imagine un film qui s'appelle The Social Network. Et The Social Network, c'est la création de Facebook. Facebook, je vous rappelle, a été créé en... Je ne vous le rappelle pas, vous me le dites, hein, ça a débarqué en 2004. Donc 6 ans après, David Fincher va faire un film donc, autour de l'élaboration de Facebook. Et comme beaucoup de musiciens électro, je vais vous montrer un extrait de ce film, un passage à l'extérieur, un passage où vous voyez une course d'aviron. Et c'est assez étonnant puisque pour ceux qui ont suivi éventuellement la dernière séance que j'avais faite le mois dernier, il y a peut-être une relation avec Wendy Carlos, qui est la compositrice qui a travaillé avec Stanley Kubrick, sur les films Orange Mécanique et sur Shining, et notamment sur l'introduction de ces films, c'est-à-dire les premières images des deux films. Et la particularité, donc là je fais un petit rappel, petite piqûre de rappel, la particularité de Wendy Carlos, c'est d'avoir donc été une pionnière américaine dans le synthétiseur dans les années 60. Tiens, ce sont les années où sont nés David Fincher, Atticus Ross et Trent Reznor. David Fincher est né en 62, Trent Reznor est né en 65 et Atticus Ross est né en 68. Donc les années 60 sont très créatives et produisent de futurs génies. Donc, Wendy Carlos, elle travaille sur les synthétiseurs et fait des relectures de musique ancienne, de musique de style Bach, Purcell, et donc ça va plaire aussi à Stanley Kubrick pour ses propres films. Eh bien, il n'y a qu'un pas, puisque, par exemple, dans cet extrait que j'ai choisi de The Social Network, vous allez reconnaître ce thème-là, je pense, donc remixé, puisque l'électro, c'est très souvent une musique qui peut être remixée. Voilà. Et notamment cette musique-là, on n'attend pas peut-être sur une course d'aviron, mais enfin, ceci dit, ça va vous raviver la mémoire. Ça fait un peu ça. Etc. Vous connaissez ce thème, hein, c'est un thème universel, c'est un des grands tubes classiques du 19e siècle. C'est dans l'antre de la montagne, hérité de l'opéra Peer Gynt de
Edvard Grieg, donc, qui est un des grands compositeurs du XIXe siècle, qui a énormément influencé d'ailleurs les compositeurs français au XIXe siècle. Eh bien, écoutons ce remix directement donc, par Trent Reznor et Atticus Ross sur The Social Network de David Fincher. Voilà, donc on entre en matière, voilà ce que produit la musique électro aussi, des relectures du passé. Et donc merci à Wendy Carlos qui a ouvert la porte à d'autres musiciens par la suite. Ceci est une démonstration en même temps du talent de David Fincher sur le montage des images et du rapport à la musique qui, même si elle accélère, le montage tend un peu à ne pas accélérer trop justement pour garder une distanciation suffisante. Et ça, c'est peut-être aussi le fait que David Fincher réfléchit aussi beaucoup sur le son. Et pourquoi il réfléchit sur le son? Parce qu'il a fait tout son apprentissage cinématographique avec les clips vidéo. Il est rentré par le côté, bon, il a fait des études de cinéma, mais c'est le clip vidéo qui lui a donné toute sa forme, tout son professionnalisme en termes de cinéma. Et ça, c'est d'une importance capitale, puisqu'il fera des clips pour les Rolling Stones, pour Madonna, pour Michael Jackson, voilà, il a touché à presque toute la crème, on va dire, pop et rock universel. Donc, c'est pas mal. Et il en fait encore de temps en temps, quand il accepte. Parce que maintenant, il fait quand même plus des films qu'autre chose. Alors, je vais vous montrer un autre extrait de The Social Network, parce que là, on rentre maintenant dans la créativité, la façon dont David Fincher va envisager la forme musicale que doit prendre réellement la musique pour son film. Alors un film sur Facebook, c'est pas forcément évident, puisqu'on voit donc un personnage qui est en train dans une université, vous savez quelle est l'histoire de Mark Zuckerberg, il a été largué par une copine, et puis pour se venger, il va prendre les données de toutes les filles de l'université dans laquelle il est, et il va les mettre en ligne. Et c'est l'origine de Facebook, ça, c'est-à-dire parce qu'il va avoir forcément des ennuis après juridiques, etc., etc. Mais ça démarre de ça. Ce film-là a un scénario considérable, c'est-à-dire une écriture qui est très, très, très fournie et que David Fincher a accepté de la part de son scénariste, et est tellement fournie que vous allez voir d'ailleurs le débit de parole qui est donné. Et ce qui me paraît le plus important dans cet extrait, c'est que vous allez voir un rapport entre, c'est pas un rapport, une musique qui veut illustrer une image, c'est une musique qui va contrepointer à la fois une image et des paroles qui sont dites. C'est-à-dire il y a une triple couche d'écoute et de perception. Et ce qui est assez étonnant, alors vous allez peut-être ne pas le ressentir comme ça tout de suite, mais c'est que David Fincher a demandé à Trent Reznor et à Atticus Ross de faire une musique, on va dire, méchante.
une musique mauvaise. Une musique qui va provoquer un peu, dans un certain sens, qui va osciller entre la tristesse et la joie, mais pas que, qui doit être, en fin de compte, faussement joyeuse, électronique et froide. Donc il a quand même une idée derrière la tête. Alors, mais écoutons ce que ça donne. Heureusement, cette musique donc créée pour la circonstance, et nous en reparlerons juste après. Voilà l'extrait en question. Écoutez bien. Sitting here and had the idea of putting some of the pictures next to pictures of farm animals and have people vote on who's hotter. Good call, Mr. Olson. Yeah, it's on. I'm not going to do the farm animals, but I like the idea of comparing two people together. It gives the whole thing a very Turing feel, since people's ratings of the pictures will be more implicit than, say, choosing a number to represent each person's hotness like they do on hotornot.com. The first thing we're going to need is a lot of pictures. Unfortunately, Harvard doesn't keep a public centralized Facebook, so I'm going to have to get all the images from the individual houses that people are in. Let the hacking begin. First up is Kirkland. They keep everything open and allow indexes in their Apache configuration, so a little wget magic is all that's necessary to download the entire Kirkland Facebook. It's stuff. Next is Elliot. They're also open, but with no indexes on Apache. I can run an empty search and it returns all the images in the database in a single page. And I can save the page and Mozilla will save all the images for me. Excellent. Moving right along. Excuse me, everybody. You are at one of the oldest, one of the most exclusive clubs, not just in Harvard, but in the world. And I want to welcome you all to Phoenix Club's first party of the fall semester. Some security. They require a username password combo, and I'm going to go ahead and say they don't have access to the main FAS user database, so they have no way of detecting an intrusion. Adams has no security, but limits the number of results to 20 a page. All I need to do is break out the same script I used on Lowell, and we're set. Quincy has no online Facebook. What a sham. Nothing I can do about that. Dunster is intense. Not only is there no public directory, but there's no directory at all. You have to do searches, and if your search returns more than 20 matches, nothing gets returned. And once you do get results, they don't link directly to the images. They link to a PHP that redirects or something. Weird. This may be difficult. I'll come back later. Hey, Sharpie's up. What? Right. Beautiful fish. Thanks. Leverett is a little better. They still make you search, but you can do an empty search and get links to pages with every student's picture. It's slightly obnoxious that they only let you view one picture at a time, and there's no way I'm going to go to 500 pages to download pics one at a time, so it's definitely necessary to break out Emacs and modify that Perl script. Ça vous fait apprendre l'anglais, ça. N'est-ce pas? C'est un peu assommant hein, comme vitesse. Hein. Mais ceci dit, c'est qu'assez virtuose d'avoir pu mêler à la fois le montage des images, la parole, le débit de parole, et c'est tout le film est comme ça, hein, le débit de parole et la musique, une certaine musique avec un certain rythme, etc., qui va avec, mais qui ne nous donne pas une émotion mélodique, qui ne nous donne pas une sorte de mémoire collective comme beaucoup de musiques de films, parce qu'en fin de compte, Fincher ne veut pas ça. Hein. Il parle même de musique menaçante pour arriver à cette musique sur l'histoire de Facebook. Et en fin de compte, Trent Reznor et Atticus Ross vont fabriquer en fait, une musique qui est là pour nous donner une émotion essentiellement physique. C'est-à-dire qu'on a une perception physique et on prend le tout dans cet élan de perception physique. Ça me paraît le plus virtuose, en tout cas, en termes de vitesse. Et en même temps, vous avez reconnu qu'il y a des sons qui ressemblent à ces jeux vidéo d'il y a plusieurs années. C'est un peu ces sons un petit peu aigus là, qu'il y avait dans la musique et qui ressemblent aussi à ces jeux vidéo, ne serait-ce que de Mario, etc. Enfin, tous ces jeux assez connus, dont je m'excuse, mais je n'ai jamais joué à ces jeux, donc je ne peux pas vous en
dire plus, mais les sons ressemblent énormément. Donc voilà, ça c'est un rapport musical où vous avez cette nouvelle génération de musiciens. Hans Zimmer en fait partie d'ailleurs. Ça fait partie de ces générations qui ne travaillent plus avec le symphonique, avec l'écriture classique, avec la grande mélodie, avec la mélodie qui va vous toucher au plus profond de l'âme, mais bel et bien des éléments qu'on appelle design sonore et plus musique de film. C'est un design qui accompagne à la fois texte et image dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager globalement le son par le biais de la musique électro. En 2011, bien entendu, on va continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que, bien entendu, on va continuer avec ce duo-là. David Fincher va sortir un film qui s'appelle Millennium, qui est une relecture d'un film qui est sorti en 2009, un film dano-suédois, qui est sorti à partir des... Vous connaissez les polars de Stieg Larsson, qui ont fait un grand succès planétaire, et dont, je dirais, un réalisateur dano-suédois a fait un film. Et David Fincher a voulu faire un remake de ce film, un remake américain, avec Daniel Craig, entre autres, James Bond, voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le sous-titre du film Millennium, c'est The Girl with a Dragon Tattoo, donc une fille avec un tatouage de dragon. Et c'est traduit en français, j'ai toujours pas compris pourquoi, l'homme qui n'aimait pas les femmes. Allez savoir. Où vont chercher les producteurs et comment on passe l'Atlantique et hop, le titre change du tout au tout et se transforme comme ça. Alors je vais vous faire écouter le début du film qui en fin de compte qui ressemble vraiment à un clip réellement, qui est très beau, qui est tout en noir et blanc. Donc ce clip de Millennium qui est le début vraiment du film, qui nous donne vraiment une atmosphère assez noire quelque part et avec une musique qui est aussi un remix de quelque chose et qui n'est pas un remix classique. Parce que justement, la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle nous amènent la possibilité pour les musiciens électro de faire des remixes de qui ils veulent, en fait, le compte. Alors, je vous laisse juste deviner éventuellement de quel remix il s'agit, quelle est la référence. Écoutons ça. Donc...
vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Hein, virtuose. Eh bien, on va avoir tout de suite la référence. 1970, Led Zeppelin. Ah ben, Immigrant Song, voilà. Écoutez un tout petit bout de la référence. Vous allez voir, vous allez reconnaître hein, en termes de mixage. Voici. Pour un premier concert qu'ils ont donné en dehors, en dehors de leur lieu habituel. En fin de compte, ils sont allés en Islande, ils se sont trouvés un peu plus en migration et ils ont imaginé l'Islande comme un pays de vikings. C'est un peu ce que raconte réellement la chanson en fin de compte. Voilà, ça, c'est Led Zeppelin en 70. Donc voilà, des références aussi dans la musique électro. Donc c'est la musique électro qui repense le rock aussi autrement et qui nous redonne aussi une certaine forme de nouvelle énergie avec un nouveau son. C'est exactement comme ça que Atticus Ross et Trent Reznor travaillent. Et pour vous montrer, je vous ai trouvé un petit élément, vraiment un petit reportage à peine sur la manière dont ils travaillent réellement en studio, c'est-à-dire donc l'envers du décor, comment travaillent Trent Reznor et Atticus Ross. Et vous allez voir, et c'est particulièrement sur le film que David Fincher a fait en 2014, qui est un très beau thriller psychologique, qui s'appelle The Gone Girl, donc la femme disparue, sur lequel un mari voit que sa femme a disparu et donc entame et fait entamer des recherches, mais voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe en réalité. Donc The Gone Girl est un très beau film de David Fincher, sur lequel donc on va écouter un petit bout de musique, mais écoutez et regardez le travail donc de Trent Reznor. Il travaille sur des éléments, et vous voyez à quel point l'instrumentarium de la musique électronique a pu évoluer parce qu'il travaille sur un truc assez étrange avec des tas de fils qui dépassent, etc. Il les touche et il va fabriquer progressivement, il fabrique un rythme, vous allez voir de quelle manière. Et il y a Atticus Ross, c'est un reportage assez abstrait quelque part, mais qui vous indique la manière dont peuvent travailler les musiciens à l'heure actuelle. Alors il n'y a pas encore de classe de ce genre d'instrumentarium expérimentaux, mais c'est quand même assez passionnant à voir. Voilà le travail de Trent Reznor et Atticus Ross, donc envers du décor, dans leur studio.
Vous voyez qu'on n'arrête pas le progrès. Le jour où il y a une classe comme ça au conservatoire sur ces instruments-là, je vous ferai signe si vous voulez un peu toucher à ces éléments pour faire des sons, manipuler des formes sonores, des bruits, et à quel point on peut créer un battement de cœur en se tapant les deux mains sur cet appareil-là et les enregistrer tout de suite et ça transforme et ça vous donne un son. Ah, ça, c'est les mystères le progrès justement de la technologie musicale. Pourquoi avoir un orchestre symphonique alors qu'on peut avoir un petit boîtier et puis quelqu'un a un ordinateur à côté, et puis c'est superbe. On peut tout faire maintenant, vraiment on peut tout faire. On peut même réinventer un orchestre symphonique d'ailleurs. Alors voilà, ça c'est ce travail-là, et on va regarder la musique un peu plus aboutie sur un extrait de la bande-annonce donc, du film, en français, donc de Gone Girl, et vous voyez à quel point donc la musique va donner ce côté un peu plus étrange, un peu thriller psychologique justement, avec cette magie du son de ce duo. Alors voilà. J'espère que vous avez une explication. Vous voulez résoudre sa chasse au trésor? Vous auriez vu cette femme par ici? Oui, je me souviens d'elle. Vous, je vous connais. Je vous ai vu au centre bénévole. Je ferai mon aide. Que voulait-elle? Elle voulait une arme. Nous sommes tous terrifiés. Mais nous sommes ensemble maintenant. J'ai le sentiment d'être une chose dont on voudrait se débarrasser. Le sentiment que je pourrais disparaître. Très caractéristique d'un sociopathe, c'est son absence d'empathie. Amy avait perdu beaucoup de sang et quelqu'un a tout nettoyé. Pourquoi avoir nettoyé si on voulait faire croire à un meurtre? Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais à mon avis, ça devait pas être beau à voir. J'avais fini par réaliser que j'avais peur de mon propre mari. Je vais vous guider comme si vous déposiez. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Un singe savant. Un sage savant qui échappe à la peine de mort. Ne frappe-vous qu'une bouchée. Vous l'avez agressé? C'est pas assez bien pour moi. Agressif? C'est encore pire que ça. Absolument pas. Je l'ai jamais touché. Nous pensons que Wick est impliqué dans la disparition de notre fille. Sans cadavre, sans arme du crime, leur seul espoir serait un aveu. Répondez-moi franchement, comment était votre mariage? Vous êtes en train de me demander si j'ai tué ma femme? Voilà, donc vous avez encore une fois cette idée très précise de ce qu'est le design sonore. Ce n'est pas une musique qui va vous donner une émotion précise par rapport à une action précise ou une parole, quoi que ce soit. C'est une musique qui paraît toujours être en fond, qui va ressurgir, redisparaître, et qui va enrober, en fin de compte, toute l'image et l'action selon les moments. Et on a reconnu qu'il n'y a toujours pas vraiment de mélodie, mais une sorte d'ambiance, une ambiance un peu mystérieuse qui est basée sur cette harmonie-là. On ne peut pas vraiment parler de mélodie dans ces cas-là, mais de un petit pattern comme ça qui vous donne, je dirais, émotionnellement, physiquement, une étrangeté à travers ces images que l'on voit, à travers cette intrigue aussi. Donc, film à suivre tout à fait, parce que David Fincher reste aussi tout à fait dans la froideur des images, dans la précision du montage. Il est vraiment très, très projeté, très investi dans quelque chose on va dire, de très maniaque. Voilà, dans ce cas-là. Je ne voulais pas le qualifier de maniaque, mais son action, sa façon de faire au cinéma est très maniaque. Il est vraiment très, très précis. Alors, au fait, vous ne m'avez pas dit quand même, parce que c'est quand même assez étonnant, pour le premier film, là, Facebook, je vous ai dit, c'est une belle leçon d'anglais. À quelle vitesse vont les personnages? Ils parlent, et puis ils parlent très vite. Mais pourquoi parlent-ils aussi vite? Et c'est là où vous voyez aussi le côté méticuleux et maniaque, quelque part, de David Fincher. Il s'arrange toujours. Comme je vous l'ai dit au départ, je vous ai lancé une petite piste. C'est que le scénario est très très long. Et il l'a accepté en tant que tel. Il est très très long. Et il a des producteurs derrière. Et les producteurs lui ont dit, de toute façon, au-delà de 2 heures de film, on coupe là où on veut. Donc, pour avoir son director's cut, c'est-à-dire son montage à lui, David Fincher, a fait en sorte d'avoir un film qui dure 2 heures pile. 2 heures pile. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que le film dure 2 heures? Il a demandé à ses acteurs, actrices, de parler très vite.
Vous voyez, comme quoi, des fois, il suffit d'un rien, mais il a eu son director's cut, c'est-à-dire qu'il a pu maîtriser son film jusqu'au bout. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a une très mauvaise expérience de son tout premier film, le tout premier film de David Fincher, Alien 3, exactement, en 1992. 92. Alien 3. Quand il est projeté, il venait de faire des clips, etc. Son premier long métrage, c'est Alien 3. C'est pas rien quand même. Hein. Il y a un poids derrière. Hein. Il y a quand même d'autres noms qui viennent avant lui, comme Ridley Scott, qui a le premier Alien, qui est absolument génial. Donc il se trouve être dans ce Alien 3, et bien entendu, comme c'est son premier film, bah, les producteurs lui tombent dessus et lui disent non, ça on fait pas comme ça on fait comme ça, etc. Et donc il est frustré complètement, au point de dire maintenant que ce film-là, il le refuse absolument, et de le voir, et il le refuse dans la qualité, puisqu'il ne se reconnaît pas dedans. Il a été trop, bien entendu, manipulé par la production à cette époque-là. Et donc, il y a un moment où, maintenant, il sait faire avec les producteurs, et avec The Social Network notamment, puis après, donc, The Gone Girl, après, avec aussi Millennium, il a quand même réussi à faire son entrée dans le grand cinéma. Je reviendrai sur après 1992 tout à l'heure. Le film d'après, pour montrer un petit peu aussi l'esthétique qui bouge selon le travail de ce duo électro, le film d'après s'appelle Manque. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, ce film donc, qui est de 2020, le film de David Fincher qui s'appelle Manque, M-A-N-K. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Manque ? C'est un film qui est sorti un petit peu sur quelques salles aux États-Unis, mais très peu, vraiment presque en secret, et puis qui a été diffusé après sur Netflix. C'est pas un film donc qui a été diffusé dans tous les cinémas du monde, enfin qui n'a pas été exporté ou quoi que ce soit. Et Manque, c'est une idée de reprendre en fin de compte le rapport, la construction du scénario d'un des grands films de l'histoire du cinéma, film qui est sorti en 1941 et qui s'appelle Citizen Kane. Et Citizen Kane de Orson Welles est considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Sauf que le scénariste de Citizen Kane, dès le début des années 30, Orson Welles l'a mis au travail, au début des années 30, pour faire un film en 1941, pour le sortir en 1941. Et il y a eu de très très mauvaises relations, même tumultueuses relations entre Orson Welles et ce scénariste qui était surveillé, il était contrôlé, il était donc peut-être plus ou moins frustré, rayé sur certains éléments, etc., etc. Donc ça a été très douloureux. Et ce scénariste s'appelle Herman Jacob Mankiewicz. Et Manque, c'est le début de Mankiewicz. Voilà, c'est juste le titre. Voilà, j'éclaircis le rapport au titre de ce film. Et donc, et en même temps, ce qui est pas non plus tombé du ciel, c'est que il a un papa, David Fincher, qui s'appelle donc Jack Fincher. Et c'est le scénario de Jack Fincher, en fin de compte, qu'il met en cinéma, donc en 2020. Son père a écrit dans les années 90 un scénario sur le rapport entre Mankiewicz et Orson Welles. Son père qui était en même temps journaliste dans la revue Life aux États-Unis. Donc c'est pas rien non plus. Et donc il reprend peut-être un hommage à ce scénario qu'il reprend et qu'il met donc en image. Alors on va regarder juste l'affiche du film et écouter un petit bout, un extrait de ce film, et vous allez voir qu'encore une fois, il y a un design sonore, mais un peu plus étrange, comme pour mettre en avant le côté d'une relation tumultueuse. Donc le thème est un peu plus abstrait et s'inspire il y a quelques notes comme ça qui vont sortir. Voilà, qui ne sont pas vraiment non plus une mélodie, mais qui permettent de rentrer dans un univers qui est harmonisé d'une manière assez détournée. Et voilà ce que ça donne. Voici l'extrait, donc.
Voilà, vous avez eu un thème qui part, alors pour moi, qui illustre quelque chose de créatif. Je me mets à la place du scénariste qui ne sait pas trop où il va, donc dans l'idée d'une expectative, d'une création, d'une écriture, de quelque chose de très aléatoire, de très inconnu. Le début de la musique illustre quelque part le résumé, en fin de compte, de cet état, c'est-à-dire on ne sait pas trop où va cette musique-là. Elle vous plonge dans un élément plutôt mystérieux et aboutit quelque part vers la fin de cet extrait, aboutit à une mélodie qui est un peu plus, je veux dire, qui se répète. On ne peut pas encore parler vraiment de vraie mélodie, mais d'un thème qui est plus harmonisé, comme s'il y avait eu une piste à découvrir et une piste qui se présente vraiment dans la notion de l'écriture. Voilà, c'est une petite analyse de ce rapport entre musique et scénario quelque part, puisque là on n'avait pas l'image, on a vu juste l'affiche. Mais voilà les possibilités, les multiples possibilités de travail que David Fincher offre avec ce duo de musiciens. Alors, c'est maintenant que je repars sur un petit historique. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Trent Reznor est né en 65 et il est né donc aux États-Unis et il va élaborer pour la première fois un groupe. Il va monter un groupe donc plutôt électro, donc industriel, inspiré du heavy metal, enfin, etc. Tout ça se mélange réellement et ce groupe, il va le créer en 1988, il a donc 23 ans quand il crée un groupe qui s'appelle Nine Inch Nails. Alors Nine Inch Nails, il l'aime bien parce qu'en fin de compte, ça donne N-I-N, et c'est très, très bien pour le code du groupe N-I-N, qui est donc le logo du groupe N-I-N dans un cadre rectangulaire. N-I-N. Nine Inch Nails, si vous voulez le traduire, c'est des clous de 9 pouces. Ouais. Nails, 9 Inch Nails. Ouais, c'est des clous de 9 pouces. Et parce que, en fin de compte, là, il s'inspirerait, dans ce titre, des clous de la crucifixion du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Les clous qu'il a pu recevoir donc, dans le corps, etc. Mais ceci dit, pour lui, c'est surtout un logo, N-I-N. C'est pour ça qu'il l'a vraiment aussi choisi, 9 Inch Nails. Et pas, voilà, 9 Inch Nails, voilà. Donc, une fois qu'il monte ce groupe, il est le seul représentant du groupe. C'est toujours mieux pour bien diriger les choses, d'être seul face à ses commandes. Il va s'inspirer de temps en temps, il va prendre quelques musiciens en dehors, mais il restera le seul élément permanent, et ce pendant des années et des années. Même quand il rencontre Atticus Ross en 2005, ils vont travailler ensemble, et enfin, Atticus Ross sera accepté dans ce groupe, qui existe toujours, Nine Inch Nails, en 2016, il y a 10 ans. Il sera le deuxième permanent. On est contre entre 1988 et 2016. Donc il y a une gestion aussi très très précise. Donc ce Trent Reznor crée de la musique et en même temps produit aussi de la musique d'autres personnes. Entre autres, par exemple, Marilyn Manson, qu'il va soutenir. Et puis, il y en a un autre aussi qu'il va aussi soutenir, auquel il va se lier aussi d'amitié. Il va faire des tournées même avec lui, etc. C'est un certain David Bowie. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître aussi d'une manière encore plus universelle. Oui, quand on touche à David Bowie, alors donc, tout d'un coup, il y a moins quelque chose qui se passe dans la créativité et dans la communication. Alors, il va donc créer avec ce groupe-là un premier album, et puis il va sortir en 1994 un deuxième album qui s'appelle, et qui va lui être très reconnaissant au niveau du public, qui va être un album assez explosif, qui s'appelle, alors il faut que je me souvienne du titre de l'album, The Downward Lesson. Non, The Downward Spiral, excusez-moi. Downward Spiral. C'est-à-dire la spirale descendante.
il illustre quelque part, alors là on est dans la période glauque, les années 90, la période glauque, il illustre la déchéance d'un homme, en fin de compte, qui va jusqu'à la mort. Il illustre cette espèce de dépression donc sur tout le long de l'album, et il va sortir entre autres un des titres qui s'appelle Closer. Il va le sortir aussi en clip vidéo. Alors, je vous montre en 94, je vous montre un tout petit bout de ce clip vidéo, parce que si je montre en entier, il y a trop d'images vraiment dérangeantes, volontairement provocatrices, volontairement qui peuvent mettre mal à l'aise, en fin de compte, un public, quel qu'il soit. Mais je vous montre juste le début. Essayez d'enregistrer quand même le son, parce qu'avec ça, il va pouvoir faire un mix l'année d'après sur autre chose, et dont je vous parle après. Voilà, écoutez donc Closer. Donc vous avez un rythme, vous voyez, c'est court. Hein. Maintenant, si vous le regardez à la maison, vous le regardez à la maison. Hein. Closer, voilà, 1994, vous l'avez sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment des images volontairement dérangeantes et très glauques, quelque part. Ça se voit depuis le début, d'ailleurs, le début de ce clip. Donc là, il y a une notion qui va intéresser, peut-être, ou qui va l'intéresser pour dire à David Fincher, quand David Fincher, en 1994, est en train d'élaborer un certain film qui s'appelle Seven, 3 ans après Alien 3, il fait quand même Seven, en 95, il sort en 95. Là, Trent Reznor, qui est encore tout seul, il n'y a pas encore Atticus Ross, il va donc lui donner ce titre-là, remixé complètement, sur le clip, on va dire le générique d'entrée du film. Et le générique d'entrée du film est très créatif. C'est un générique qui va influencer énormément après d'autres réalisateurs, parce qu'il est réalisé par un certain Kyle Cooper. Et Kyle Cooper est spécialisé justement dans la création de génériques de films. C'est quasiment sa seule spécialité. Et pour Seven, qui est quand même un thriller à la fois policier, psychologique, dramatique, etc., très intense, il fallait un générique qui soit un peu hors norme. Et Kyle Cooper, donc, par rapport aux images que vous venez de voir dans le clip de Trent Reznor, Kyle Cooper va donner dans ce générique-là, en même temps que le remix de la musique de Trent Reznor, va donner à voir l'intériorité du tueur dans le film, de ce serial killer, de ce fou en puissance quelque part, qui va travailler sur les 7 péchés capitaux. Et on rentre dans la psychologie du tueur simplement avec les images que l'on voit. Alors, on ne voit pas qui est le tueur forcément, mais on voit une certaine forme de démarche qui fait qu'on rentre dans la psychologie du tueur. Et alors là, je pense que vous, public, vous êtes mis à la place presque d'un profiler à ce moment-là. Vous êtes un profiler qui regardait quelques images et qui peut-être cernait quelle est la plastique du tueur, la plastique cérébrale du tueur. C'est intéressant parce que l'idée des profilers, David Fincher, il est assez... Il est très, très intéressé par cette notion psycho-créative du profiler. Je vous rappelle qu'il a quand même produit et tourné d'ailleurs une série sur l'origine du profilage. Dans les années 50 aux États-Unis, les premières personnes qui ont commencé à aller interviewer et poser des questions à des tueurs en série à cette époque-là, dans les prisons, et pour reprendre des notes et pour essayer de voir d'où ils sortaient, en fin de compte, leurs actions, d'où ça venait, etc. C'est une série que je vous conseille de voir, parce qu'elle est très bien réalisée. Malheureusement, elle s'arrête à 2 saisons, un peu trop tôt.
Mais ceci dit, c'est une très très belle série qui s'appelle Mindhunter, voilà, les chasseurs d'esprit, les chasseurs de... Voilà, et ça, c'est l'origine du profilage. Et c'est assez étonnant, c'est que c'est bien après qu'il fait Mindhunter, mais le générique de Seven, quelque part, projette en avance cette idée du profilage. Écoutons, alors, essayez de repérer la même musique. On a le même rythme. Et quand vous entendez ces sons, c'est la voix qui est détournée. Voilà, un générique qui vous fait rentrer dans la tête de ce tueur est un générique qui décoiffe quand même pas mal parce qu'en fin de compte, des notations très, très floutées, des cassures, un montage presque comme une forme de reportage et tout ça vous donne le résumé. C'est un peu comme l'ouverture de Don Giovanni de Mozart. Vous voyez, il l'a écrit à la fin de l'opéra, il l'écrit pour le lendemain de la création de son opéra et il fait un résumé de tout l'opéra en une nuit. En fin de compte, il écrit cette ouverture. Et là, vous avez un peu le résumé des agissements du tueur donc, dans ce film Seven. Et c'est vraiment très très bien mené, très bien composé et très bien monté, en tout cas très bien joué. Vous avez pu remarquer au passage qu'il a marqué Music Howard Shore. Ah, ça vous a pas échappé. Ah, moi non plus. Je remarque que, je vous dis, tiens, mais c'est Trent Reznor qui a fait là. Oui, c'est Trent Reznor qui fait, en tout cas, les passages électro et notamment les deux génériques du début et de la fin. Il s'en est vraiment bien occupé. Et le reste de la musique dans le film est magistral aussi. Et c'est Howard Shore dont je vous ai parlé il y a quelques mois, notamment pour sa collaboration tout aussi géniale avec David Cronenberg, qui est aussi je vais dire, un cinéaste du détournement, en tout cas, du détournement du banal. Ça, on peut le dire. Dans ce sens-là, David Fincher peut s'y reconnaître dans le détournement du banal. Howard Shore, donc je n'allais pas illustrer la musique de Howard Shore pour aujourd'hui, mais bel et bien ce côté électro dont David Fincher se nourrit dès 1995, d'ailleurs. Donc très, très intéressant. Alors, c'est intéressant les années 90 parce que en même temps, vous voyez, Trent Reznor va par rapport à ce qu'il amène, de ce qu'il produit, etc., par exemple, en 1997, va être appelé par David Lynch. David Lynch sur le film Lost Highway. 1997. Donc là, il va y avoir beaucoup plus d'éléments électro dans le film. Mais si c'est David Lynch qui l'appelle en 1997, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se passe un petit peu avant. Je raconte l'histoire un peu dans le désordre, volontairement. C'est qu'en 90-91, David Lynch est en train de tourner sa série culte qui s'appelle Twin Peaks, 90-91.
Et dans la série Twin Peaks, qui raconte donc à partir de là une enquête d'un certain détective qui s'appelle Cooper, d'ailleurs, tiens, c'est assez étonnant, Dave Cooper. Il y a Kyle Cooper, il y a Dave Cooper. Il raconte donc une enquête d'un détective sur le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Laura Palmer. Voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. Sauf que c'est une série complètement qui part dans le sens de David Lynch, c'est-à-dire qui devient insaisissable et qui fait un portrait de personnage dans cette ville de Twin Peaks tout à fait étonnant et inventé dans l'imaginaire de David Lynch. Or, il se trouve que M. David Bowie a tourné dans Twin Peaks et fait aussi un détective dans Twin Peaks. Ça va influencer la créativité de David Bowie, donc, puisque en 95, il va sortir un album qui s'appelle, donc la même année que Seven, il va sortir un album qui s'appelle Outside, dans lequel il s'improvise. David Bowie, il change de masque à chaque fois, il change de personnage. Donc après Ziggy Stardust ou The Thin White Duke, etc., il va devenir un détective qui va enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Tiens, c'est étonnant. Il en fait un concept album. C'est même mieux parce qu'il imagine même, et il ne le fera pas, il n'ira pas jusqu'au bout, mais il imagine en 95 que ce serait une sorte de d'hyper saga, je le cite quelque part, une hyper saga dramatique gothique non linéaire. Rien que ça. Et il imagine qu'il y ait au moins 5 albums là-dessus. Il n'en fera qu'un. Et c'est d'ailleurs à partir de cet album-là qu'il va tourner aussi avec Trent Reznor sur les titres de cet album. Donc il y a tout un lien qui se passe entre 90 et 95, entre Trent Reznor, David Fincher, David Bowie, etc. Donc c'est un clan quelque part, voilà, ils se connaissent, ils s'apprécient, et donc ils créent des éléments. Alors, je vais vous montrer, dans cet album-là, il y a un titre, donc c'est un album tout aussi, je dirais, tout aussi dramatique et glauque, quelque part, puisque là, David Bowie va retrouver un musicien avec qui il a travaillé, notamment dans sa période berlinoise, entre 1977 et 1979, quand il est parti à Berlin, Bowie, pour se désintoxiquer un petit peu, mais pour créer 3 albums tout à fait incontournables de son histoire. Le premier s'appelle Low, et Low, qui est-ce qui aime beaucoup cet album Low? C'est Trent Reznor et c'est David Fincher, par exemple. Ah, tiens, ils aiment bien cet album-là, et c'est le moment où David Bowie a travaillé avec Brian Eno, qui est un des pionniers aussi de l'électronique dans le rock. Donc tout ça se recoupe, et en 95, David Bowie va retravailler pour la seconde fois, donc après les 3 albums de berlinois, va retravailler avec Brian Eno sur le même côté, donc de l'apport électro, de l'apport donc assez son, bruit industriel, etc., etc., et va donc sortir l'album complet, Outside. Point 01, je crois que c'est le titre complet de l'album, et il va sortir voici le clip, en tout cas un extrait du clip d'une des chansons de Outside, où vous voyez David Bowie. Donc là, on est toujours dans le glauque. Ça, c'est toujours pareil. On dirait qu'on surfe sur Nine Inch Nails, et on recommence à avoir donc David Bowie avec un titre qui s'appelle The Heart's Filthy Lesson. Là, pour le coup, ça c'est le bon titre. The Heart's Filthy Lesson, qui veut dire donc la sale leçon du cœur. Voilà ce que ça donne en clip, et vous voyez qu'on a les esthétiques qui se recoupent.
Voilà, etc., etc. Je vous invite à voir le clip aussi entier parce que bon, tout aussi glauque quelque part, et tout aussi violent, tout aussi avec des images assez impressionnantes, mais on est vraiment dans cette esthétique-là, Donc il est pas, je dirais, inconcevable de penser que Trent Reznor va utiliser cette chanson-là pour le générique de fin de Seven. Eh bien oui, il va la remixer aussi à sa manière. Et le générique de fin de Seven, qui n'est qu'un... Alors là, il n'y a plus les images, puisque bon, ouais, on sait qui est le tueur à la fin, etc. Je ne vous en dis pas plus pour ceux qui l'ont jamais vu. Je ne dis rien du tout. Mais vous avez donc une fin avec un générique qui, c'est rarissime dans l'histoire du cinéma, en général, un générique se déploie de bas en haut. Hein, il se déploie comme ça, dans ce sens-là, et vous lisez au fur et à mesure. Ça, c'est un générique qui passe à l'envers, carrément, qui est vraiment voulu pour être monté à l'envers. C'est-à-dire que les phrases, vous les avez les unes après les autres, mais à l'envers. Donc, il y a encore une fois ce détournement volontairement esthétique dans l'apparition de ce détournement du film, hein, dans l'apparition à la fois de la violence, et c'est toujours Kyle Cooper qui fait le générique de fin. Alors, écoutons le générique de fin, puisque pour ceux qui verront le film, vous allez le retrouver aussi, certainement. Générique de fin de Seven, et vous avez le remix de David Bowie. Voilà, vous en avez aussi un bon extrait. Donc, ouais, un générique qui passe à l'envers, qui est réécrit comme si c'était des coupures de journaux qui étaient collées les unes après les autres et volontairement passées à l'envers sur cette musique donc de l'album Outside de David Bowie, revu légèrement remixé par Trent Reznor. Là, vous avez donc toute l'esthétique de ce passage 1994-1995 avec quelque part l'influence de David Lynch qui va se révéler en 97. Donc vous avez vraiment, ça crée un pont total et une unité totale sur le travail créatif donc de cette époque entre Fincher, Trent Reznor et David Bowie, hein, qui est tout à fait aussi d'accord et qui est cité à la fin au générique, hein, quand même de toute façon, puisque c'est bien lui, sa voix que l'on entend chanter. C'est pas une autre voix. Alors donc là, vous avez la possibilité de rentrer dans le glauque. Hein, le glauque de Seven. Seven est comme je vous le dis, un thriller qui est un thriller policier. Vous avez donc deux super acteurs, Morgan Freeman et Brad Pitt, qui sont donc les grandes vedettes de ce film. Et en même temps, vous avez à la fois de la musique électro, vous avez un scénario qui est d'une intelligence, je dirais, qui est suffisamment... donc glauque, je l'ai déjà dit, mais il y a quand même quelque chose d'assez vicieux et très, très, très recherché, et notamment dans une scène finale que vous découvrirez si vous ne l'avez jamais vue, scène finale tout à fait magistrale, réellement magistrale, sur la musique
de Howard Shore, pour le coup, hein, qui est une immense... Ce sont des cordes qui viennent se rajouter de plus en plus et qui donnent une immense respiration, une respiration qui est de plus en plus puissante, qui prend de plus en plus d'espace, une respiration qui étouffe de plus en plus avec le jeu des cordes sur toute cette fin qui dure, mais vraiment, la musique démarre, ça dure, je pense, au moins une vingtaine de minutes, comme ça, et qui monte jusqu'à la touche finale du film. Donc, c'est un film à voir, c'est un film dans lequel il n'y a pas que Howard Shore ou Trent Reznor. Vous avez aussi un très beau passage dans une bibliothèque avec un air de Jean-Sébastien Bach. Hein, donc tout est possible quand même avec David Fincher. Vous allez retrouver tout ceci. Et je pense que vous êtes préparés maintenant à rentrer dans Seven et cet univers tout à fait inquiétant à New York, dans un New York gris, pluvieux en permanence, cette espèce de... Voilà, qui est vraiment le côté urbain, le côté visqueux, le côté presque insurmontable, insupportable, et tout à fait, en tout cas, qui représente une partie de l'évolution de ce que peut être la société urbaine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, parce que vous êtes prêts à regarder Seven maintenant. Ça, j'en suis certain. Je vous remercie beaucoup.